Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons débuter notre séance du conseil municipal, s'il vous plaît. Avant de débuter la séance du conseil, je souhaiterais que nous fassions une minute de silence en hommage à monsieur André Lelon, qui est décédé et qui a été conseiller municipal du 27 mars 2019 au 3 juillet 2020. Et je voudrais qu'au nom du conseil municipal, nous présentions nos condoléances à monsieur Grégory Lelon. Donc, on le verra certainement prochainement, mais si vous pouvez lui passer le message, sachez que ça nous attriste d'avoir un ancien conseiller municipal qui soit décédé. Donc, je vous propose de faire une minute de silence, s'il vous plaît. Nous allons faire l'appel des membres du conseil municipal, monsieur Kasdabi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Joël Bois, Rajka Alexandre, Duc Brigitte, Aïch Mokhtar, André Alice, Enéguin Philippe, Saul Rosalba, Chassot Christophe, Adamek Sabrina, Marie Verbeug Yveline, Suzinski Xavier, Ayashi Fatima, Saunier Martine, Cardon Dominique, Boudjoudi Lassène, Honoré Olivier, Bécourt Aurore, Lagache André, Charlier Ludivine, Gap Cédric, absent, Dotavio Amélia, Landrangin Cathy, Kasdabi Hakim, présent, Vermès Van Nuls Marie-Christine, Lelon Grégory, Khalil Khadija, Millet Carole, Biadala Bruno, Lefebvre Thibault. Hakim, je crois qu'il y a les procurations qui sont... Ah, pardon, je n'ai pas vu. Donc, procuration pour Cédric Gap par Mokhtar Aïch. Ensuite, pour Grégory Lelon, procuration par Marie-Christine Vermès. Pour Millet Carole, procuration par Bruno Biadala. Et pour Khadija Khalil, procuration par Thibault Lefebvre. Donc pour démarrer cette séance, je vous propose de désigner une secrétaire de séance et je vous propose Cathy Landragin. T'es surprise, hein? C'est comme ça. J'aime bien faire des surprises. Donc, quelqu'un s'abstient-il? Quelqu'un s'oppose-t-il? Merci. Donc, Cathy, bonne séance. Premier point de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal du 9 avril 2026. Donc celui-ci a été envoyé ce mardi en raison de la densité des points à l'ordre du jour. Donc le délai était contraint. Donc je ne sais pas si vous avez des remarques. Oui. Oui, bonjour à tous. Concernant le PV, en fait, on a remarqué plusieurs anomalies. Oui. En fait, déjà, dans la retranscription,
Il y a des parties inaudibles. En fait, je vois que les services en fait, se servent de l'audio pour faire le PV et qu'il y a des creux. Il y a aussi des phrases qui ne veulent rien dire. Il y a aussi, par exemple, sur le vote du PV, en fait, il n'y a pas le résultat du vote. Voilà, c'est page 12. Page 13, les indemnités de fonction. On a été 29 et là, il n'y a que 23 votes. Enfin, 27 votes. Donc, il en manque 2. Il y a des choses comme ça. Donc, voilà, voilà. Autant quand j'étais dans la majorité, c'est le genre de choses qu'on regardait moyennement. Dans la minorité, on y regarde un peu plus clair parce que ça nous engage. Parce que, moi, je estime que la retranscription d'un audio, il doit y avoir une rédaction, il doit y avoir aussi pas de perte de sens et surtout, il y a des phrases, je ne vais pas faire le listing, mais il y a des phrases qui ne veulent rien dire. Voilà. Donc, je demanderais juste que ça soit. On va le relire parce que je suis désolé, je ne l'ai pas sur moi. Ouais, mais voilà. Et comme on dit, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. J'ai 4 pages où quelque part il y a des choses à redire. Voilà. Ok. Mais c'est juste pour la rigueur. Et c'est vrai que concernant c'est bien, Bruno, d'avoir de la rigueur. Non, mais concernant les audios, c'est vrai qu'il y a eu quand même au dernier conseil municipal beaucoup de gens qui se sont plaints justement du mal fonctionnement et il y a des choses, voilà, comme par exemple l'intervention de Mme Ayashi, elle n'a pas été du tout enregistrée, donc elle n'a pas pu être retranscrite de manière fidèle. Voilà. Je pense que autrefois également, parce que je regardais sur internet la retranscription du conseil municipal et la moitié on n'entendait rien. Donc je pense que c'est pas de maintenant, ça date. Je parle pas d'avant, mais c'est un constat. Non, mais c'est vrai en fait. Mais c'est vrai qu'avant c'était pareil. Enfin, je veux dire, le matériel, je sais pas. Mais il y a ça, il y a les audios, mais il y a aussi la retranscription au niveau des phrases. Je pense que le secrétaire des séances, normalement, il doit relire et valider justement les écrits. Le secrétaire de séance, il est utile pour ça. Voilà. C'est tout. Ok, on regardera ça. Et pour excuser les services, ça a été un conseil qui était très dense. On a actuellement beaucoup de choses à régler parce qu'on a très peu de retours de ce qui s'est passé avant. Donc on est obligé de demander les dossiers qu'on n'a pas toujours. Donc c'est hyper compliqué actuellement. Et les services sont là pour nous accompagner. Et moi, je les remercie. Et donc, on reverra ce compte-rendu, parce qu'on aurait pu aussi faire en sorte de ne pas donner le compte-rendu et le donner une prochaine fois. On a voulu faire pour rester dans la réglementation. Et la prochaine fois, on prendra un peu plus de temps. Et comme ça, vous aurez des comptes-rendus plus complets et peut-être plus compréhensibles. Monsieur le maire, si vous me permettez. Non. Alors, moi, tout simplement, je ne vais pas revenir sur la rigueur et le sérieux des agents, puisqu'ils l'ont bien démontré lors du précédent mandat, et je me désolidarise totalement des propos qui sont apportés par Bruno. Enfin, voilà, je sais très bien, moi aussi, qu'il y avait des problèmes techniques, et que, à force de conseils, j'espère que vous arriverez également à les résoudre. Enfin, voilà. Simplement, moi, je voulais revenir sur une petite erreur, un mot, mais un mot qui a du sens quand même dans les propos de Grégory Lelon. C'est la page 22 sur 25 du procès verbal, où M. Lelon revenait sur les emprunts de la municipalité et il soulignait quelque chose d'important qui était noté, que la commune s'était donc désendettée et non endettée. Voilà, c'est juste ce mot-là qu'on voulait reprendre. C'est ses propos, je reprends ses propos, Brigitte, donc peut-être pas la forme ou le fond sur lequel tu seras peut-être pas d'accord, mais en tout cas c'était ses propos, et donc il m'a demandé à ce qu'on les corrige sur le procès verbal, s'il vous plaît. Ça sera corrigé et je confirme, Thibault, monsieur Grégory Lelon a bien parlé de désendettement, même si ce n'est pas la réalité. J'ai rencontré hier monsieur le sous-préfet de Valenciennes qui m'a bien précisé qu'au niveau des comptes de la commune, l'endettement avait augmenté. Donc, mais les propos de monsieur Lelon étaient bien ceux que tu as dit il y a quelques minutes.
Donc si vous voulez bien, je vous propose qu'on en rediscute pour la prochaine séance, pour qu'on revoie. Donc on ne va pas voter aujourd'hui sur ce compte-rendu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on revoie ce compte-rendu, étant donné que M. Bédala estime qu'il n'est pas complet, et moi je veux bien entendre ça, donc on le reverra complètement. On vous enverra les éléments à corriger dans la semaine. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous pouvez dire... Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous pouvez dire que en fait, la retranscription n'est pas faite à l'original. En fait, vous avez enregistré la séance complète. Non, mais simplement, on a la mémoire de ce qu'on a dit. Voilà, tout simplement, on sait ce qu'on a dit. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est tout simple, quoi. Vous arrivez à retenir 2h30 de séance? Moi, j'y arrive pas. Dans ce qu'on dit, oui. Dans ce que je dis, je peux vous dire ce qui est écrit, si je l'ai dit ou pas. Enfin, ça, c'est idéal. Voilà. D'accord, si on peut le prouver, ça serait bien. Simplement une petite chose. Dans le règlement normalement, vous n'êtes pas en droit de m'interpeller directement. Dans le règlement, article 20. Je vous le dis, ça doit passer par monsieur le maire. Je suis passé par monsieur le maire, je vais demander l'autorisation à Caroline. Bon, ça commence très très fort, ce conseil municipal, donc je vais prendre une décision. Donc on reverra cette approbation du procès-verbal lors du prochain conseil municipal. Point concernant le recrutement des agents contractuels temporaires pour l'accueil collectif des mineurs en 2026. Monsieur Kasdabi. Oui, donc comme tu disais, l'objet est le recrutement d'agents contractuels temporaires pour l'accueil collectif de mineurs 2026. Donc comme chaque année, la ville propose de reconduire l'accueil collectif de mineurs durant les vacances d'été sur la période de juillet et août, donc pour l'année 2026. Donc afin d'assurer le bon encadrement des enfants, le bon fonctionnement des structures et de répondre à l'augmentation saisonnière d'activité, il est nécessaire de recruter du personnel contractuel temporaire. Au total, il est proposé de recruter 35 animateurs et encadrants sur l'ensemble des deux périodes. Pour la période du 6 juillet au 24 juillet 2026, un directeur à temps complet, 2 directeurs adjoints à temps complet, 18 animateurs à temps complet, dont 11 titulaires du BAFA complet, 6 titulaires du BAFA base et 1 sans qualification BAFA, dont un surveillant baignade. J'y reviendrai. Pour la période du 27 juillet au 14 août 2026, un directeur à temps complet, 2 directeurs adjoints à temps complet, 15 animateurs à temps complet, dont 8 titulaires du BAFA complet, 5 titulaires du BAFA base, 1 sans qualification BAFA et 1 surveillant baignade. Un séjour est également prévu dans les Côtes d'Armor du 11 au 25 juillet 2026. Les agents recrutés participeront également à une réunion de préparation commune le samedi 4 juillet 2026. Donc un complément important. La municipalité souhaite également recruter un animateur chargé de la surveillance des baignades lors des sorties en mer ou en zone de baignade en juillet et en août. La personne recrutée devra justifier des diplômes et des certifications obligatoires. Par ailleurs, concernant les séjours, avec présence de nuit, il est proposé de mettre en place une indemnité de nuitée afin de reconnaître les contraintes liées à la surveillance nocturne. Donc 30 € brut par nuitée pour les animateurs et 40 € brut par nuitée pour les directeurs. Ça concerne le séjour dans les Côtes d'Armor, donc du 11 au 25 juillet 2026. La conclusion,
Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur le recrutement temporaire ainsi que sur les bases de rémunération proposées nécessaires au bon déroulement de l'accueil de loisirs du séjour d'été 2026. Il est important de savoir aussi que nous avons introduit l'intégralité des candidatures condéennes à l'effectif pour juillet et août. Voilà. Des questions? Des remarques? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Modification numéro 5 de l'autorisation de programme numéro 2 pour la réhabilitation thermique de la salle des sports Saint-Exupéry. Monsieur Chassot. Un, deux. Alors, la salle des sports Saint-Exupéry est actuellement en grands travaux pour des rénovations énergétiques. Cependant, au fur et à mesure de l'avancée du projet, il s'avère que sous les gradins et les canalisations, il y a une présence d'amiante qu'il faut bien sûr retirer. Il est donc demandé au conseil municipal de voter l'augmentation de l'autorisation de programme de 100 000 € et la modification de la répartition des crédits de paiement. On peut peut-être compléter parce que comme on parle de la salle Saint-Exupéry, parce que c'est plus que la réhabilitation thermique qui ont été décidées. Et actuellement, pour les gens qui passent face à cette salle de sport, enfin, si on peut encore appeler ça une salle de sport, on ne voit plus que 2 murs et puis pas grand-chose devant. Donc il y a des gros problèmes parce que le projet n'a pas été bien abordé, et notamment au niveau du support de la structure, de la toiture et de la charpente. Donc les travaux sont actuellement arrêtés et on espère qu'on trouvera vite une solution, sachant qu'on ne se fait pas d'illusions, il y aura des surcoûts financiers à assumer. Donc encore une fois, il aurait été bon au moment où ces travaux ont été décidés, qu'une plus grande concertation ait lieu et qu'on ne fasse pas les erreurs qui ont été faites et qui vont être préjudiciables pour la commune et pour les habitants. Donc nous le regrettons, mais comme on l'a dit au départ de notre installation, nous allons assumer, et même si ça sera compliqué, mais on ira jusqu'au bout de cette rénovation parce que de toute façon, on n'a pas le choix, le marché a été passé comme ça. Donc pour revenir à l'autorisation de programme, la modification de l'autorisation de programme, avez-vous des remarques? Oui. Oui, juste une remarque pour dire que moi, personnellement, je m'étais désolidarisé de ce projet, étant donné qu'il ne répondait pas complètement aux attentes des Condéens, dans la mesure où on est plus là sur une démolition qu'une rénovation. Concernant, moi j'ai toujours eu connaissance qu'il y avait de l'amiante sous les gradins, et effectivement, il n'était pas prévu de retirer au départ, avec la première société de désamiantage. Ça restait comme ça, de même que la charpente, elle devait être renforcée et non pas démontée. Et donc c'est ce qui a justement, c'est ce qui a provoqué en fait mon départ de cette majorité, parce que ce projet-là, il n'a pas du tout été concerté, ni avec les élus, ni avec les usagers. Voilà, donc bon courage, effectivement, on n'a pas le choix d'aller au bout des choses, mais ça aurait pu être fait de manière un peu plus simple. Alors, moi, je vais reprendre aussi la parole. Pour mémoire, le projet avait été présenté au Conseil de mars 2025 avec le tableau des financements divers sur ce projet-là. Alors, effectivement, il y a la découverte d'amiante supplémentaire apparemment dans les gradins. Je crois que c'est les gradins et canalisations, c'est ça que vous avez dit? Moi, ma question, de ce fait, il y a quand même une maîtrise d'œuvre et une assistance maîtrise d'ouvrage là-dessus. Est-ce que vous comptez du coup les interpeller? Parce qu'il y a un défaut aussi de leur part, puisque lorsque la commune a sollicité une assistance maîtrise d'ouvrage, c'était justement pour anticiper ce genre de problème, puisque sinon la municipalité n'aurait pas sollicité ni l'assistance maîtrise d'ouvrage, ni la maîtrise d'œuvre là-dessus. Donc
qu'à un moment donné, quand la municipalité engage des crédits là-dessus, moi je m'interroge du coup, est-ce que vous allez les interpeller là-dessus? Est-ce que vous allez... Enfin, quid des événements à venir par rapport à ça? Parce qu'au départ, le projet initial, c'est pas ça qui était annoncé, de tout casser avec des renforts sur les pilastres. Et c'est ce que l'assistance maîtrise d'ouvrage proposait à la collectivité. Alors après, il y a effectivement des aléas. Ça me paraît être de gros aléas, malgré tout. Voilà, c'est un gros... Voilà, non mais il y a quand même une entreprise qui a été payée pour ça. On a vu que la première entreprise qui avait répondu au lot numéro 1, qui était le désamiantage, avait fait défaut, ce qui justement avait fait retarder le départ du projet, non sans conséquence aussi. Ensuite, je me souviens aussi malgré tout de quelques réunions en interne dans la majorité avec différents élus. Et donc entre mars 2025 et aujourd'hui, je pense qu'au-delà d'un conseil municipal, il y aurait pu y avoir aussi d'autres interpellations, d'autres sollicitations éventuelles. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. De la majorité de l'époque, oui, c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir plus de concertation. Oui, bien sûr, on va interroger l'AMO et tout, mais il y a un cahier des charges au départ. Donc si l'AMO ne respecte pas les demandes de la commune, on ne commence pas les travaux. Tandis que là, les travaux ont été démarrés, alors la commune a demandé des choses, ils ne sont pas d'accord avec l'AMO, et on fait quand même les travaux. À un moment, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc oui, on va interroger l'AMO et les entreprises et pour évoquer les responsabilités de chacun des partenaires. Mais aussi, on a demandé le support de l'avocat pour que ces interpellations soient vraiment faites dans de la meilleure des façons, pour justement, au cas, si on est obligé d'aller en contentieux, qu'on soit déjà prêt pour cela. Oui, pour reprendre, Thibault fait état d'une présentation de ce projet en mars 2025. L'autorisation de programme, elle date d'octobre 2023, initialement, pour un montant d'1 200 000 €. Et je rappelle qu'à l'époque, nous avions voté cette autorisation de programme à l'unanimité. Pour 1,2 million. Un mois et demi plus tard, l'autorisation de programme a subi une première modification pour le même montant, mais pour un décalage des travaux. Donc un mois et demi plus tard, on aurait pu l'anticiper. Puis 5 mois plus tard, le 7 mai 2024, on nous représente une modification numéro 2 qui fait passer le budget prévisionnel à 1 845 120 €. Je rappelle qu'à l'époque, nous étions 6 dans l'opposition à avoir voté contre. Puis, en mars 2025, donc 10 mois plus tard, l'estimatif et l'autorisation de programme à l'occasion de la modification numéro 3 passe à un budget de 2 285 000 €. Là encore, nous avions voté contre, et nous étions les seuls. Et en octobre 2025, nouvelle modification, donc on est 6 mois plus tard, modification numéro 4, et là l'estimatif passe à 2 735 000 €. Et effectivement, à cette occasion, il y a eu 10 votes contre, dont celle de Bruno, de Joël Gau à l'époque et de Céline de Monchaux. Voilà. C'était pour rappeler que voilà, le point de départ, c'était quand même 1,2 million. Bonsoir à tous. Donc moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, Monsieur Biedala. Vous avez dit que vous étiez au courant qu'il y avait de l'amiante. Qu'avez-vous fait par rapport à l'ancienne majorité? Vous avez prévenu? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est quand même un sujet qui est important, qui est cancérigène, on le sait tous. Donc qu'est-ce qui a été... Ça me paraît un peu léger de dire je savais, mais je savais. Alors oui, je savais, parce qu'au départ, dans le premier projet, on partait sur une rénovation thermique, isolation et puis pompe à chaleur. Et moi j'étais là-dessus, donc en fait l'amiante n'était pas un sujet à l'époque, à partir du moment où il n'y avait pas de démontage, il y avait juste la toiture. Ensuite a été retrouvé de l'amiante dans les joints de carrelage,
Et il a été décidé, moi malheureusement été pas concerté, de refaire les vestiaires, mais tout en sachant qu'on laissait les gradins. Donc ça posait pas de problème à personne à partir du moment où il n'y avait pas de démontage. Au départ, on partait pas sur un désamiantage complet. Voilà, et ça posait pas de problème. D'ailleurs, la réfection des vestiaires pour cause d'amiante, j'étais pas du tout favorable dans la mesure où il suffisait de recouvrir. Voilà. Voilà. C'est comme chez vous, hein, si vous avez un garage avec des tôles amiante, vous n'allez pas le changer parce qu'il y a de l'amiante. À partir du moment où vous n'y touchez pas. Voilà. Et ça aurait pu, d'ailleurs, j'avais vu avec les services. Les gradins auraient pu être faits dans une deuxième phase, beaucoup plus tard, indépendamment du reste. On restait sur une rénovation thermique et chauffage. Et éventuellement, une deuxième phase de travaux aurait pu être programmée beaucoup plus tard, mais pas dans l'immédiat, quoi, pas comme ça. Alors, si vous permettez, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai deux mots à dire. C'est que pour moi, il y a eu précipitation et négligence. À vous entendre tous les deux, déjà, bon, l'amiante, à un moment donné, on découvre qu'il y a de l'amiante, alors qu'apparemment, vous dites que vous étiez au courant. Et derrière, je pense que, la précipitation, enfin, moi, quand j'ai appris quand est-ce qu'on fermait la boutique et qu'en fin de compte, ça a traîné avant de parler de désamiantage, mais on a parlé d'abord du désamiantage tout au départ. Et en fin de compte, on me dit que c'est à la fin qu'on s'aperçoit qu'il y a du désamiantage. Enfin, il y a les gros aléas. Moi, on avait soulevé, ça me faisait sourire quand on disait qu'il y avait des gros aléas. On avait raison quand même. Les aléas, ils ont coûté cher quand même. Et surtout pour le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, il y a vraiment négligence. Alors, moi, je vais juste intervenir sans être le spécialiste, mais au niveau des diagnostics techniques à amiante qui sont faits en amont d'un projet, là encore, c'est sur la base et sur le conseil de l'assistance maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, sur les diagnostics avant travaux amiante. Ensuite, effectivement, sur la classification de l'amiante, il y a différentes classifications dans l'amiante qui nécessitent soit un suivi triennal, soit un suivi quinquennal, et en fonction de la classification du matériau qui est relevé lors du diagnostic, en fait, il faut ou non faire des interventions sur un joint de carrelage. Alors là, c'est sous réserve ce que je vais vous dire parce que je ne suis pas non plus technicien diagnostiqueur amiante, mais pour avoir eu le sujet sur d'autres bâtiments, en fait, en fonction de la découverte et de la classification amiante, il y a différentes mesures à prendre ou pas. Ensuite, il y a des diagnostics surfaciques et des diagnostics intrusifs. Et donc apparemment, c'est le diagnostic intrusif qui a permis de découvrir des canalisations amiantées en cours de projet dans les gradins. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, la négligence, elle n'incombe pas uniquement à la municipalité. Il y a aussi, je vous dis, une assistance maîtrise d'ouvrage qui est payée. Ce sont des professionnels aussi pour ça. Donc, Mais pourquoi vous n'êtes encore en poste? Ça me surprend. Maintenant, vous nous dites, j'espère que vous allez les interpeller. Pourquoi vous ne les avez pas interpellés, vous, au moment de ces découvertes? Mais je suis surprise. Elle date de quand, la découverte dans les gradins et des canalisations? Vous étiez en place à l'époque. Sur la découverte de bon, si vous voulez bien, on va passer au vote concernant, parce que sinon on va repartir dans des discussions qui ne vont pas se terminer. Du vote sur la modification numéro 5 de l'autorisation de programme numéro 2. Donc voilà, en étant pragmatique, donc c'est la question de ce soir. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, 2 abstentions. Et abstention aussi, Madame Bermès? D'accord, donc 4 abstentions. Modification numéro 5 de l'autorisation de programme numéro 3 pour la rénovation thermique de l'école maternelle du centre. Donc la rénovation de la toiture se
termine et est terminée pratiquement. Donc la modification de programme concerne une diminution donc, et un crédit de paiement au niveau de 100 000 € pour la commune. Donc il ne faut pas se réjouir trop tôt, parce que certes, on récupère 100 000 €, mais le DOM n'a pas été réalisé parce qu'on n'a toujours pas l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, et les châssis aussi ne sont pas terminés. Donc voilà, mais aujourd'hui, on vous propose de réintégrer 100 000 €. Des questions ? Oui, concernant cette école, en fait, est-ce que vous savez le nombre de classes disponibles, libres ou pas? Parce que je me dis que dans tous ces gros projets, ça serait peut-être, alors c'est peut-être lourd à organiser, mais ce serait sympa peut-être de convier le conseil municipal à faire des visites de ces bâtiments, parce que moi-même je ne l'ai jamais visité, et on en parle. Pareil pour l'école élémentaire, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'élus qui seraient intéressés, avant de pouvoir statuer sur certaines choses, de faire la visite, tout simplement de connaître un peu les lieux. Ouais. On verra si on peut faire une visite des chantiers, de ce qui a été fait. Mais enfin, je m'étonne quand même, Bruno, que sur 6 ans de mandat, tu n'aies quand même pas fait le tour des bâtiments. Enfin, C'était un mandat difficile. Et pour nous, dis donc. Il y a d'autres élus qui ont fait le tour de tous les bâtiments quand même, lors de la précédente majorité. Je tiens quand même à le souligner. Donc, mais je prends la proposition pour faire le tour des chantiers. D'autres interventions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Modification numéro 3 pour la réhabilitation extension de l'école élémentaire du centre. Donc la collectivité souhaite améliorer. À l'hôtel de ville, c'était collé à l'école maternelle. Désolé. Donc modification numéro 2 concernant les travaux d'accessibilité et d'aménagement de l'hôtel de ville. Donc il y a quelque chose qui nous a, quand on s'est rencontrés en réunion, qui nous a un petit peu interpellé concernant ces travaux. C'est les travaux d'accessibilité, parce que d'accessibilité, on n'a pas vu grand-chose, et je me retourne vers Dominique Cardon. Il est là-bas. Donc en termes d'accessibilité, la mairie... Rien du tout à la rigueur. Pas grand-chose, même rien du tout. Surtout pour les déplacements des PMR, les personnes les poussettes, rien. Et pour l'accessibilité de la mairie, on aurait pensé que vous auriez mis au moins l'ascenseur sur soit à l'intérieur ou l'extérieur. Mais bon, ça aurait été une chose bien. Il était prévu sur une autre phase, l'ascenseur. Mais il y a une rampe d'accès PMR aussi à l'entrée au niveau du porche. Elle est là, elle fonctionne encore. Tout à fait, oui, quand elle fonctionne, parce que pendant les élections, elle n'a pas fonctionné pour une personne en situation de handicap. Donc voilà. Un aléa technique alors. Non, en fait, elle ne s'est pas adaptée pour les fauteuils électriques. Donc le fauteuil est trop lourd, et quand c'est sur c'est vrai. Donc il y avait des gros problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que, à un moment des élections, il a fallu remettre la planche en bois là pour. Donc c'est pas adapté à ces fauteuils-là, et malheureusement, malheureusement pour les fauteuils, mais heureusement pour les gens qui ont ces fauteuils-là et qui sont quand même mieux pour eux se déplacer, il y a un problème technique à ce niveau-là.
là, encore une fois, les entreprises qui vendent ça, ils n'ont peut-être pas donné tous les éléments techniques, mais aujourd'hui, on est devant ce problème. Donc, que je découvre. En juillet. Ouais, mais à la réception, s'il n'y avait pas de réserve et si ça a été essayé, peut-être qu'un fauteuil du même poids n'a pas été essayé sur la rampe. Après, il y a une garantie. Oui, sachant que ce n'était pas la meilleure solution, hein, parce que même sur un fauteuil normal, c'est très long à faire monter et descendre cette petite plateforme. Donc, c'est vraiment pas ce qui est le mieux adapté pour un établissement comme un hôtel de ville. C'est pas très sécurisant non plus. Sur un fauteuil, sur une rampe qui se lève seul, c'est pas sécurisant. Oui, sachant que les personnes à mobilité oui, sachant que les personnes à mobilité réduite sont limitées qu'au rez-de-chaussée. S'ils veulent participer à un mariage, salle des mariages ou être reçus par monsieur le maire, impossible. Tout se fait en bas. Oui, c'est pas impossible d'être reçu par monsieur le maire, hein, mais monsieur le maire descendra, hein, donc j'arrive encore à descendre, hein, donc, et je le ferai avec plaisir pour recevoir les habitants. Alors, juste, à mon avis, c'était une question de logique. Je pense qu'il valait mieux quand même faire d'abord l'ascenseur et l'aménagement de la mairie après. L'urgence, à mes yeux, elle était quand même en priorité l'accessibilité. Je pense que là, vous avez un peu travaillé à l'envers. Et on l'avait souligné quand on a vu les aménagements qui étaient prévus. On avait souligné que l'accessibilité aurait été, en premier, aurait été un meilleur choix. Oui, alors, il n'y a peut-être pas effectivement la même logique, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a quand même une rampe qui a été faite, des aménagements aussi à l'état civil. Il n'y a pas rien qui a été fait. Alors, de façon différente, mais je crois que Mme Vermès voulait prendre la parole. Je rappelle quand même que l'hôtel de ville est classé monument historique, donc on ne fait absolument pas ce qu'on aurait voulu. Il y avait une première solution qui avait été envisagée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un espace à côté de l'escalier. Ça a été refusé. Donc la seule possibilité, c'était de faire à l'arrière, mais ça aurait demandé des travaux de démolition, d'aménagement, en particulier de premier étage, et bien sûr du coup. Voilà, donc ça avait été abandonné à l'époque. C'est vrai que c'est une réalité, ces problèmes de monuments historiques, mais en l'occurrence, étant donné qu'il y avait une deuxième phase où l'ascenseur était prévu, les phases auraient pu être inversées. Parce que quand on voit ce que l'architecte des bâtiments de France a laissé faire à l'intérieur de la salle des gardes, franchement, c'est quand même pas du meilleur effet. C'est réversible, c'est ça le principe. Je sais que les murs en bois ont heurté plus d'une personne, mais c'est réversible. D'abord, ça cache les câbles électriques et puis on peut très facilement les enlever pour retrouver la pierre comme elle était au départ. Enfin, c'est quand même dommage de dépenser de l'argent public pour faire ça. Bref, donc, revenons à nos moutons. Donc, sur cette modification de programme pour les travaux d'accessibilité et d'aménagement de l'hôtel de ville, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Cette fois-ci, c'est la bonne. Modification numéro 3 de l'autorisation de programme numéro 6 pour la réhabilitation, extension de l'école élémentaire du centre. Donc c'est dans le cadre de le deuxième projet suite à l'échec de la construction de l'école du centre-ville quai du Petit Rempart. Donc c'est une décision là aussi de l'ancienne majorité de rénover le bâtiment existant qui accueille l'école primaire du centre. Donc il y a une autorisation de programme qui est présentée derrière, que tout le monde a dû lire, j'imagine bien. Sachant que pour revenir à ce projet-là, nous ne sommes pas encore
certain de le poursuivre jusqu'au bout, parce que personnellement, moi je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions pour les enfants et pour la ville de Condé. Donc on y reviendra dans des prochains conseils municipaux sur l'avancée de la réflexion et l'avancée de ce projet, parce que certes, il faudra prévoir une école, mais moi, à cet endroit-là, et avec tous les risques inhérents à la démolition, reconstruction, et on le voit bien sur la salle Saint-Exupéry, donc d'un vieux bâtiment, d'un très vieux bâtiment, où on sait déjà que le 3e étage, il est obsolète. Donc, enfin voilà, il y a des réflexions à mettre en place, mais pour tout vous dire, aujourd'hui, nous avons demandé à voir le projet et nous l'avons toujours pas vu. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hier, pour revenir à lui, monsieur le sous-préfet me demandait s'il y avait un tuilage de fait entre l'ancien maire et le nouveau maire, et je lui ai dit non. Et je lui ai dit qu'on n'avait pas encore les dossiers. Il a été à peine surpris. Y a-t-il des observations sur ce point de l'ordre du jour ? En observation, c'est si ce projet-là se fait ou se fait pas, vous aviez noté que vous vouliez laisser 1 an de réflexion. En attendant, les enfants, est-ce qu'ils vont rester dans cette école-là ou vous avez réfléchi déjà à les délocaliser? Justement, je parlais de l'école maternelle, savoir s'il y avait des places disponibles ou pas. À l'école maternelle, il n'y aura jamais assez de place pour accueillir les classes de l'école primaire. Donc ça, c'est pas Il y a 6 classes actuellement. À l'école primaire. Ouais. Oui, mais il n'y a pas assez de classes au niveau de l'école maternelle. Donc voilà. Mais comme tu as dit, on est en pleine réflexion. Donc voilà, on réfléchit, on va voir ce qu'on doit faire et on fera le mieux pour les enfants, bien sûr, parce que la priorité, ce sont les enfants. Moi, j'ai une petite question en fait concernant la passation. Alors, je ne veux pas parler au nom du maire puisqu'il n'est pas là et c'était lui le maire et l'ancien maire, excusez-moi, autant pour moi. Pour une fois, c'est pas moi. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur l'ancien maire, monsieur Lelon. Par contre, quid de la relation et l'échange avec les services, tant le service éducation, jeunesse et sport qui devait aussi avoir des informations là-dessus, le service technique, la direction générale, la comptabilité. Enfin, il n'y a pas que le projet ne se remettait pas qu'à un seul homme. Certes, il ne se remettait pas à un seul homme, mais c'était cet homme-là qui était en charge des destinées de la commune pendant un temps, et il aurait dû quand même prendre du temps pour venir expliquer quand même où en était la commune. Hein. Ça s'est fait quand lui, il a pris la tête de la commune il y a 12 ans. Sur les services, oui, certains services sont plus réactifs que d'autres. Et là, en l'occurrence, au niveau des services techniques, on nous a dit que l'AMO avait déjà fait 4 présentations. Mais sur ces 4 présentations, on n'a jamais été conviés. Donc là, il dit, mais je ne suis pas sûr qu'il voudra en faire une 5e. Mais on a dit, mais nous, on n'a pas besoin de l'AMO. Il suffit que les services nous expliquent et nous donnent... Enfin, voilà. Donc, on attend ça. Et c'est vrai pour d'autres choses. Et alors, et vous le connaissez bien, hein, c'est vous qui l'avez choisi. Non, pas vous, parce que vous n'étiez pas là, d'ailleurs. Mais le directeur général des services n'est pas non plus enclin à nous donner beaucoup d'informations, ou bien il les donne avec très peu d'entrain et vraiment au compte-gouttes. Revenons, vas-y Bruno. Je voulais juste ajouter qu'au niveau du service jeunesse au Château de Lorette, c'est pareil, ils étaient pas forcément informés, il y avait une rétention d'informations, hein, comme on appelle ça le tir silencieux, dont on a été aussi moi-même et Madame de Monchaux atteints, parce qu'effectivement on était dans le brouillard, on n'était pas plus au courant que vous. Mais vous auriez dû partir bien avant, Bruno, au lieu d'attendre la fin. J'ai été comme vous à l'époque, il y a des conflits de loyauté, donc ça prend du temps. Nous, il n'y a jamais eu de conflit, nous. Revenons à la délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Approbation
de la situation de l'autorisation de programme numéro 4 NPR NRU Chanteclair-Lecoq. Donc c'est le règlement financier donc, concernant l'autorisation de programme en cours. Et il n'est pas nécessaire de les ajuster, les modifier, mais c'est la répartition donc, qui se fait de 2026 à 2030. Donc c'est là aussi un projet qui avance, surtout sur les démolitions, sur la voirie qui a été, qui est en train de se refaire. Sauf que là aussi, on a des interrogations parce que on n'a pas été prévu le relogement des associations existantes sur les bâtiments des 2 écoles primaires et maternelles du Coq. Donc, je rencontre la semaine prochaine Valenciennes Métropole et je vais leur demander de prendre du temps pour la démolition, pour prévoir au moins qu'on ait le temps, nous, de prévoir peut-être un relogement dans des bâtiments existants, mais aussi pour prévoir la construction d'un bâtiment nouveau sur un quartier qui va être en plein renouveau et qui nous permettra d'accueillir les associations telles qu'elles le méritent, parce que quand on parle de renouvellement urbain et de développement social, il ne faut pas oublier que les associations ont un rôle prioritaire dans le développement social de la commune et qui permettent l'accueil de notre population, qu'elle soit jeune ou moins jeune, pour faire des activités et puis pour se détendre pour certains. Donc voilà, pour nous, le monde associatif est également une priorité, donc nous ferons tout pour qu'il soit relogé dans les locaux ad hoc. Des remarques? Il n'était pas prévu de mettre dehors les associations, parce qu'il y avait déjà eu aussi des discussions, alors peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, mais semble-t-il avec Valenciennes Métropole, notamment sur le prévisionnel de démolition des bâtiments qui accueillent actuellement les associations. Donc il n'était certainement pas question par l'ancienne municipalité de les mettre dehors. Mais les mettre où alors? Parce qu'à un moment, la démolition va se faire. Donc le temps de construction, surtout avec l'ancienne municipalité, le temps était très long. C'était le temps des travaux. Et si je puis me permettre, quand on interroge les utilisateurs des associations, je pense qu'ils avaient posé la question à l'ancienne municipalité en demandant où ils allaient être logés, et on leur a répondu « on n'a pas de réponse à vous donner parce qu'on n'a pas de solution ». Ça, c'est Dixit, les responsables associatifs. J'amènerai un bémol à ce que Brigitte vient de dire, parce qu'il y a une association, et notamment l'association de la Chorale, qui avait une solution de repli, c'était justement l'école maternelle du centre. Sauf que cela, ça devait intervenir s'il y avait la construction du groupe scolaire. Mais comme il n'y a pas de construction, donc cette solution tombait un peu à l'eau. Donc, c'est parce qu'il n'y a plus, en fait, mais dans la stratégie précédente, c'était justement les vases, entre guillemets, communicants, donc la création d'un centre culturel pour accueillir des associations et le nouveau groupe scolaire, en fait. C'était ça. Mais il n'était pas question de mettre les associations dehors et sans solution. Mais pour cela, il aurait fallu prévoir une construction d'école sur un terrain qui appartient à la commune. Revenons à la délibération. Approbation de la situation de l'autorisation de programme numéro 4. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. C'est encore moi qui parle. Reprise anticipée des résultats 2025. Monsieur Rachka. Oui. Alors, dans le cadre de l'élaboration du budget primitif de cette année 2026,
sans attendre le compte financier unique qui, depuis le 1er janvier 2026, rassemble le compte administratif et le compte de gestion. On peut, dans le cadre donc de la préparation budgétaire, reprendre de manière anticipée les résultats de l'exercice 2025, sous réserve bien sûr que l'estimation de ce résultat soit étayée par des éléments ad hoc, mon capitaine, que vous avez, enfin en tout cas dont vous avez les preuves dans votre dossier. Et donc c'est ce que nous vous proposons de faire, avec dans un premier temps voter la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2025 et ensuite de prévoir l'affectation de ce résultat au budget 2026. Alors, le résultat prévisionnel de fonctionnement pour l'exercice 2025, c'est-à-dire la différence entre le total des dépenses effectuées en 2025 et le total des recettes perçues en 2025, s'élève à 901 293,87 €, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur, c'est-à-dire en gros la situation de départ au 1er janvier 2025, à savoir un résultat de 1 313 900,95 €, soit un résultat cumulé à affecter de 2 215 194,82 €, s'agissant du fonctionnement. Le résultat prévisionnel d'investissement, lui, s'élève à... On avait donc un total de décharges de 4 357 870,11 €, un total des produits de 3 263 328,56 €, et donc un résultat négatif d'1 094 541,55 €, auquel il convient d'ajouter le résultat antérieur, c'est-à-dire la situation au 1er janvier 2025, d'un montant de 2 376 894,49 €, et donc un résultat cumulé d'1 282 352,94 €. Alors, ce résultat cumulé d'investissement doit servir évidemment prioritairement à financer les reports d'investissement qui n'ont pas été réalisés dans le courant de l'année 2025 et qui s'élèvent donc à un montant d'1 418 439,64 €. C'est facile pour ceux qui ont les chiffres sous les yeux. Je m'excuse pour le public et les gens qui nous regardent. Donc 1 418 000 € de report d'investissement, mais aussi 619 993 € de recettes qui sont reportées, qui auraient dû être perçues en 2025, mais qui le seront donc en 2026. Tout ça nous donne finalement un excédent au niveau du résultat d'investissement de 483 906,30 €. Et donc cet excédent ne nous oblige pas à affecter prioritairement à l'investissement notre résultat cumulé. Alors, le résultat, ce n'est pas nécessairement des économies qui ont été faites et un bonus. Ça peut être aussi des factures qui n'ont pas encore été payées ou des cotisations qui n'ont pas été encore versées à certains organismes. S'agissant de l'investissement, il y a les reports d'investissement qui sont obligatoires, puisque ça, une fois qu'ils ont été inscrits, il faut aller jusqu'au bout. Et bien entendu, ce qui n'apparaît pas là, puisque c'est finalement la situation au 31 décembre
2025. Ce qui n'apparaît pas, mais on le verra dans le cadre de la présentation du budget, ce sont tous les engagements qui ont été pris. On l'a vu dans le cadre des autorisations de programme où il y a des dépenses qui sont prévues pour 2026, mais pour 2027 et aussi 2028, et un certain nombre de programmes menés notamment en collaboration avec la communauté d'agglomération qu'il va falloir solder dans le courant de l'année. Par conséquent, nous vous proposons de reprendre ce résultat, donc d'un montant de 2 215 194,82 €, et de l'affecter de la manière suivante. 1 150 000 affectés donc à l'autofinancement complémentaire, c'est-à-dire en gros aux dépenses d'investissement, et 1 065 000 194,82 €, qui, eux, seront portés au compte 002, c'est-à-dire le fonctionnement. Des remarques? J'ai essayé d'être clair. On peut féliciter encore une fois les services qui ont travaillé là-dessus, comme d'habitude. Et puis après, nous, on peut se féliciter aussi, malgré tout, du résultat de 900 000 € qui est dégagé, même si il y a d'autres échéances éventuellement à venir. On peut quand même constater qu'il n'y a pas de surendettement au niveau de la municipalité, au niveau de ses comptes. C'est pas de l'endettement, ça, hein? Non, mais on a un résultat qui est plutôt intéressant. Sur des choses qui n'ont pas été faites. D'autres remarques? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Vote des taux des taxes directes locales. Donc, comme chaque année, avant le vote du budget, il faut décider du taux des taxes. Donc, étant donné que nous sommes sur un budget de transition, et Alexandre vous en parlera après, donc, et comme nous l'avons annoncé lors de la campagne électorale, nous avons décidé de ne pas bouger les taux pour 2026. Donc il reste pour les taxes d'habitation sur les résidences secondaires à 39,47%, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à 60,49%, et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 110,01%. Donc, et on se tiendra tout au cours du mandat à minima à ne pas augmenter ces taxes. Et malheureusement, vu les projets tels qu'ils sont montés, je ne crois pas que nous arriverons à un moment à les baisser. Mais si un miracle se produisait, forcément, on serait les premiers à faire en sorte de baisser ces taux, enfin ces taxes. Avez-vous des remarques? Oui. Oui, donc les taux n'évoluent pas, mais j'ai cru dire que l'assiette fiscale augmentait de 0,8%. Donc forcément, pour les Condéens, il y aura un impact, il y aura une augmentation, pas due à la commune, mais globalement. Comme cela existe depuis 6 ans. Ouais. Et encore, on a de la chance cette année parce que la base augmente moins que les autres années. Donc voilà. Alors, parce que même si avant il y avait des baisses des taxes, la base fiscale étant plus élevée, pour les Condéens, ça n'avait pas d'impact, sauf ça avait des impacts pour les finances de la commune. C'est que les Condéens ne pensent pas qu'il n'y aura pas d'augmentation, tout reste le même, quoi. C'est bien de le dire aujourd'hui, mais il aurait fallu le dire pendant 6 ans. Bah oui, mais vous le disiez vous, donc. Nous on le disait, heureusement on était là pour dire la vérité aux gens. Et j'en profite justement quand on parle de taxes, je vois pas apparaître non plus, ce qu'on appelle la CFE, la contribution foncière des entreprises, qui est actuellement surcondée à 31,02, qui est un taux élevé,
Et je sais que c'est la commune qui perçoit, parce que ça a un impact sur les commerçants. C'est pas nous qui votons. Pas vous qui votez du Non. tout? Vous n'avez pas... Non? D'autres remarques? Quand même, la baisse du point d'indice qui était faite auparavant permettait aussi d'avoir l'équilibre par rapport à l'augmentation de l'État. Donc forcément, ça ne faisait pas forcément baisser énormément la taxe foncière de l'administré qui devait s'en acquitter, mais tout au moins, en fait, ça limitait son inflation et son augmentation finale quand même. Oui, sauf que ça baissait les recettes de la commune, et parfois, il y avait un emprunt qui était fait pour compenser cette baisse des impôts. Et c'est comme ça qu'on a augmenté l'endettement de la commune, alors qu'on ne faisait pas de projet d'investissement. Madame Duc. Je vais reprendre les paroles de mon collègue Alexandre, qui disait bah, c'est bien, on baisse les impôts, mais à crédit. Et c'était tout à fait ça. On faisait un emprunt pour pouvoir baisser le taux. Sur ces taux, qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Vote du budget primitif 2026. Et je repasse la parole au spécialiste local, Monsieur Rachka. Je m'y colle, mais je ne suis pas encore un spécialiste. Comme on vous l'avait annoncé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, et ceux qui lisent attentivement les documents qui leur sont transmis, ce dont je ne doute pas, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas trouvé beaucoup de différence entre le rapport d'orientation budgétaire et la note de synthèse du budget primitif. Néanmoins, nous allons quand même dire quelques mots. Voilà, d'une manière générale, nous venons de voter les taux. Ça, c'est important en termes de recettes pour la ville. Les recettes fiscales directes sont intégrées dans ce projet de budget pour un montant de 5 897 000 euros. C'est donc une part importante. Vous avez vu aussi que les dotations de l'État sont relativement stables. Alors, il fallait faire l'exercice d'aller regarder les années précédentes, mais je pense qu'à l'avenir, on essaiera, dans les documents budgétaires, d'avoir l'évolution sur les 2 ou 3 années précédentes, ce qui nous permettra d'avoir un peu de recul. Voilà, alors on évoquait tout à l'heure les taux, la baisse des taux. Je rappelle, et on ne l'avait pas signalé à l'époque, mais je te dire il y a 15 jours, dans le rapport d'orientation budgétaire, il était indiqué que sur la période 2021 à 2025, donc exercice 2025 inclus, la baisse des taux des taxes cumulées avait atteint un montant de 727 000 euros. Et je voudrais rappeler que sur la même période, le montant cumulé des emprunts s'est élevé à 3 400 000 euros. Donc on aurait pu peut-être, en maintenant les taux, ne serait-ce qu'en les maintenant, s'endetter un peu moins et peut-être investir de manière plus importante. Bon, pour les recettes, je vous dis, à part s'il y a des questions, mais je vous laisserai les poser tout à l'heure. Comme nous l'avions indiqué, les dépenses de fonctionnement, on essaiera autant que possible de les contenir, même si par rapport aux prévisions 2025, elles sont en légère augmentation de 5,15%, en particulier
parce qu'il faut quand même un peu anticiper les hausses des énergies, notamment le gaz et l'électricité. Il faut intégrer aussi dans ces dépenses à caractère général, l'assurance du personnel qui est passée de 82 000 € en 2025 à 190 000 €. Voilà. Et je crois qu'il faut même y ajouter encore 10 000 € pour la partie décès. Alors évidemment, ces dépenses-là n'apparaissent plus, ont basculé dans les charges à caractère général, alors qu'elles étaient jusqu'à présent dans les charges de personnel, ce qui explique en partie la baisse des charges du personnel, qui passe de 9 488 600 € à 9 053 000 €, enfin 53 067 €, ce qui prend en compte aussi le départ en retraite de quelques agents dans le courant de l'année 2026. Voilà, alors il faut prendre en considération quand même que la part patronale pour la cotisation CNRACL continue son augmentation progressive, comme c'est indiqué dans votre document. Voilà, pour le financement des retraites de nos agents. L'assurance statutaire, on en a parlé. Les autres dépenses de gestion courante, ça c'est, voilà, je vous dis, vous avez eu les documents budgétaires, vous avez eu la note de synthèse, donc je ne me répands pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? C'est parler peut-être des dépenses d'investissement. On les a déjà largement abordées avec le passage en revue des différentes autorisations de programme, soit pour des modifications, soit pour un état descriptif, notamment pour l'autorisation de programme NPNRU qui, elle, est stable depuis quelques années. Il n'y a pas de changement. C'est notre participation à l'AGLO, dans le cadre des projets Chantecaire-le-Coq. Voilà, donc principalement les autorisations de programme. Ensuite, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de programmes qui sont en cours de règlement définitif. C'est notamment les aménagements, alors qui ont été menés d'ailleurs avec la communauté d'agglomération, et donc c'est la part de la commune qui reste à solder. Les aménagements des cités minières des Acacias et de Chabot-la-Tour, les travaux de la cité Saint-Pierre, l'îlot Rombaud, l'îlot du quai du Petit Rempart, l'îlot de l'imprimerie qui est situé ici au bout de la place Pierre-Delcourt, et enfin l'îlot de la maternité. Sur les principales dépenses d'investissement concernant les bâtiments communaux, il y aura, alors c'est indiqué au budget 2026, mais ça a déjà commencé puisqu'on est déjà fin avril, les travaux de réfection de la toiture du dojo du Jard. On prévoit aussi de refaire la toiture du dojo de l'espace Jean Monnet, donc l'ancienne piscine et l'ancien bowling plus exactement, et plusieurs travaux d'aménagement de sécurité obligatoires, et notamment le doublement des paratonnerres de l'église de Macou et de l'hôtel de ville. Au niveau des voiries, il y a une somme de 95 000 € qui est prévue pour terminer les opérations engagées en 2025 et un crédit de 200 000 € pour la programmation 2026, sachant que sur ces 200 000 €, il y a d'ores et déjà 135 000 € qui ont été dépensés en début d'année, en début d'exercice, pour les travaux de la rue du Moulin. Vous avez toujours dans les principaux travaux les feux micro-régulés qui sont prévus au croisement de la route de Bonsecours et de la rue Sénéchal. Pour autant, rien n'est engagé et la réflexion sera menée
pour voir s'il n'y a pas une autre solution de sécurisation de ce carrefour, ou si les crédits prévus, qui bénéficient d'ailleurs d'une subvention du département à hauteur de 25 000 euros, ne seront pas réaffectés sur d'autres travaux de sécurisation. Et enfin, c'est en 2026 que seront versées les participations de la ville de Condé au département, 250 000 euros pour la réalisation du giratoire sud, donc après la médiathèque, là, pour rejoindre la voie de contournement, et 150 000 euros qui sont la participation de la ville aux travaux du département sur l'espace Chabot-Latour. La vidéosurveillance bénéficie, quant à elle, d'ores et déjà d'une enveloppe de 100 000 euros qui est prévue. À cela s'ajoute aussi une enveloppe de 400 000 euros pour le renouvellement de différents outillages, matériels, mobiliers, etc. Je parle de la vidéoprotection en disant une enveloppe d'ores et déjà 200 000 euros parce que, comme on l'a dit dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, le budget que nous votons ici est un budget de transition et que notre souhait est de pouvoir posément se repencher rapidement sur ces prévisions et de vous proposer bientôt des ajustements afin de réaliser ce pourquoi nous nous sommes engagés auprès de la population dans le cadre de la campagne des élections municipales. Voilà, alors pour conclure peut-être, nous avons donc un budget 2026 qui s'équilibre en section de fonctionnement pour un montant de 16 571 000 euros. Donc, si s'équilibre, c'est la même somme en dépenses et en recettes. Et s'agissant de la section d'investissement, ce budget s'équilibre à 7 064 210 euros. Je vous remercie. Merci Alexandre. Avant de vous passer la parole, je tiens à remercier les services pour leur travail parce que c'est pas facile quand il y a un changement d'équipe comme ça, parce qu'il y a des choses de préparer, il y a des modifications à faire. Et puis pour leur note de synthèse du budget primitif qui est quand même beaucoup plus digeste que le gros document que nous avons, mais par obligation, mais que nous avons eu régulièrement. Donc merci aux services pour ce travail qui permet à tout le monde de mieux suivre ce budget. Et maintenant, y a-t-il des remarques ? Alors, moi, j'ai pas de remarques, mais des questions, en fait, quelques peut-être précisions. Je suis content aussi parce que je me souviens de Brigitte qui pestait quand elle recevait les documents. Voilà, donc maintenant, tu les as aussi, mais tu ne pestes plus, donc on te préfère souriante. J'ai remarqué quelques petites différences, notamment sur les sections de fonctionnement. Pardon ? Dans le tableau ? Non ? Non, mais vas-y, je t'écoute. On n'a pas touché au fonctionnement. Sur le tableau qui est présenté, il y a quelques petites différences, non ? Et ensuite, bon, du coup, alors deuxième question. Est-ce qu'on a abordé la question, en fait, l'enveloppe dédiée aux associations ? On n'en a pas encore parlé là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a déjà des crédits qui sont alloués précisément ou pas ? C'est une simple question. Je l'ai pas vu apparaître là-dedans. Donc, pour répondre déjà sur la première partie. Et voilà, les chiffres que j'ai donnés sont les bons. Il y a eu quelques ajustements, mais parce qu'on avait, dans un premier temps, on a eu, vous me dites si c'est bien ça, mais notamment les dotations étaient affinées, parce qu'on a eu les chiffres définitifs, on va dire. Voilà.
donc on a pu affiner la répartition. S'agissant des associations, je crois que c'est indiqué. On a une somme globale qui est prévue. Je vais y arriver. J'ai peut-être sauté le paragraphe. L'enveloppe globale, voilà, c'est à la page 7. Mais c'est noyé effectivement dans le chapitre 65, les charges de gestion courantes, qui comprennent notamment les subventions versées aux associations. Donc l'enveloppe globale, alors honnêtement, je n'ai pas... J'ai pas le montant global, mais en tout cas, il est prévu. 132 000 322 500 euros. Voilà, j'ai pas tout préparé. Heureusement. Voilà. Subvention de fonctionnement, autres personnes de droit privé, c'est bien ça. Et on les retrouve dans le tableau alors, dans le tableau qui nous a été transmis également, ces chiffres-là? Page. Merci. Voilà. Donc c'est l'enveloppe globale. Je pense que les dossiers d'ailleurs de demande de subvention sont en train de... Ils ont dû partir en principe. Voilà. Ça y est. Pardon ? Ils sont partis lundi. Voilà, les dossiers sont partis vers les associations lundi. Et voilà, la campagne de demande de subvention est lancée pour l'année 2026. On sait que c'est toujours compliqué en année électorale parce que on perd un peu de temps, mais on y sera attentif. C'était une des questions, effectivement. Non, j'ai pas dit qu'il... J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas les bons. Je me questionnais sur certains chiffres, notamment sur le tableau. Est-ce que j'ai mal lu ou est-ce qu'il y a une baisse de l'inscription budgétaire concernant le carburant de 50 000 à 35 000 ou j'ai mal lu ou... La page 44. En 606-22. Alors c'est peut-être une erreur de lecture, je ne suis pas expert comptable, donc c'est simplement une question pour avoir quelques précisions sur ce que j'ai pu lire. Ne faites pas le faux modeste. Entre 50 et 35 000. Voilà. Oui, je vous dis en même temps. On n'a pas touché aux prévisions budgétaires qui avaient été préparées par l'ancienne équipe. Donc, et notamment, parce qu'on aurait aimé regarder dans le détail toutes les dépenses de fonctionnement, ligne par ligne. C'était un travail qui était assez long à effectuer et nous tenions à le faire collégialement dans notre majorité. Donc, voilà, ça fait partie des choses auxquelles on sera attentive et qu'on ajustera sans doute compte tenu de l'augmentation des tarifs. J'ai une autre petite question concernant les fêtes et cérémonies. Tant qu'on est sur le budget, est-ce que le montant reste le même? Est-ce qu'il est augmenté? Et quid un petit peu de vos orientations par rapport à ça? On a quelques questionnements de la part de certaines personnes. Donc peut-être que tout n'est pas encore, j'imagine. Et j'entends et je vois déjà la réponse arriver où effectivement vous venez de prendre vos marques et vos places les uns les autres, mais cependant, est-ce qu'il y a déjà des orientations éventuelles sur le maintien des festivités estivales ou autres, sans révéler ou sans mettre à mal un éventuel teaser, mais... Alors d'un point de vue budgétaire, il n'y a pas eu de changement opéré, pour l'instant. Et pour le reste, on est en pleine réflexion pour voir ce qu'on va faire, sachant qu'on ne veut pas non plus mettre
les finances de la ville en difficulté et pour des choses qui ne sont pas forcément les mieux accueillies par notre population. Oui, c'est juste pour rajouter, concernant les associations, enfin, j'entends des bruits de couloir. Est-ce qu'il est prévu de reprendre les transports, enfin, de remettre en route les transports pour les associations? C'est une question. Alors ça, c'est pas un bruit de couloir, c'est une promesse électorale, mais on va pas, donc on a le souhait de redoter la ville d'un véhicule pour faire des transports, mais pas que pour les associations, d'abord pour les écoles, pour les personnes âgées, tout ça, et après pour les associations. Mais là, ça ne sera pas en 2026. On est seulement en réflexion à ce sujet-là. Un véhicule, un gros véhicule? Je crois un bus accordéon, au moins. Un bus accordéon. Non, mais non, un véhicule de dimension raisonnable. Donc, qui dit dimension raisonnable, dit une trentaine de places. D'accord. Vous avez déjà les chauffeurs, déjà? C'est déjà ça de gagner. D'autres remarques? Qui s'abstient sur ce budget? C'est le vôtre. Incroyable ça. De café, là. Il n'est pas là, ils ont le droit. Vous n'étiez pas d'accord? Alors j'ai le droit aussi d'avoir un avis personnel. Bien Donc, sûr. mon vote n'engage que moi. Non, mais c'était... Donc je m'abstiens sur ce budget. Pour les deux? Pour la procuration aussi? Qui vote contre? Monsieur Lelon qui vote contre son tour. Merci. J'aurais quand même juste une réflexion. Enfin, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est votre budget. Donc en fait, ce qui est quand même assez étonnant, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent apparemment. Non, c'est pas ça. C'est que en fait maintenant il y a un groupe minoritaire et que vous l'avez suffisamment répété, l'ancien maire. Donc là maintenant on est 4 élus dans un groupe minoritaire. Et donc mon vote concerne ma façon de voir les choses et n'engage que moi. Quand je vote pour moi, bien sûr. Mais on est bien d'accord, parce que tu dis tu votes pour toi, donc, mais tu as une procuration, donc tu votes pour les deux, abstention pour les deux. D'accord. Mais après, bien sûr, c'est ton droit. Enfin, voilà, on te titille un petit peu. C'est le jeu. Pour reprendre ce que j'avais dit, quand on est dans la minorité, on n'a plus de conflit de loyauté. Exonération partielle des pénalités appliquées à la société SFR au titre du marché de téléphonie fixe de 2013. Alors c'est quelque chose qui remonte, hein, donc voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre la collectivité et la société SFR sur des impayés et donc on en arrive à la fin au fait que il faut demander une exonération partielle de 74 476 €, donc correspondant aux sommes restant dues. La société SFR s'étant acquittée de 81 323,79 €. Donc c'est quand même énorme et malgré toutes les relances qui ont été faites, malgré que même si la société SFR est maintenant plus en difficulté, mais donc voilà, c'est énorme, mais bon, il faut budgétairement, il faut purger. Donc, avez-vous des commentaires à ce sujet? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Prise en charge des différences constatées au 31 décembre 2025 sur la régie des recettes des droits de place de la braderie et du marché de Noël. Alors c'est
C'est dans le même ordre d'idée, sauf que les sommes ne sont pas les mêmes. Donc, on est là pour 66 €. Donc, on doit prendre en charge les différences négatives, donc des 66 € et puis émettre un mandat au nom du régisseur de 66 € au compte 65 888 aux fins de régulation. Des commentaires, des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Approbation du projet d'établissement de la crèche collective Caracol. Madame Charlier. Pour une première. C'est bon là? C'est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà. Donc cette délibération concerne l'approbation du projet d'établissement de la crèche collective Caracol, document obligatoire qui fixe le cadre de fonctionnement de la structure et des orientations éducatives, sociales et organisationnelles. Ce projet s'inscrit dans la politique municipale en faveur de la petite enfance et répond aux exigences réglementaires, notamment celles du Code de la santé publique et des orientations de la CAF. Il définit concrètement les modalités d'accueil des enfants adaptées aux besoins des familles, réguliers, occasionnels ou d'urgence, l'organisation des sections et des équipes, ainsi que les conditions d'accueil, notamment en matière d'inclusion des enfants en situation de handicap. Le projet éducatif met l'accent sur le bien-être de l'enfant, le respect de son rythme, le développement de l'autonomie et les compétences sociales, dans un cadre sécurisant et bienveillant. Il affirme également une volonté forte de soutien à la parentalité, de mixité sociale et d'accompagnement des familles, en lien avec les partenaires du territoire. Enfin, la structure s'inscrit dans une démarche de développement durable avec des actions concrètes au quotidien et une sensibilisation des enfants à l'environnement. Voilà. Merci Ludivine. Des questions, des remarques? Vous avez lu, vous avez appris par cœur ce règlement de Caracol. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Approbation du plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage. Monsieur Chassot. Le dragueur. Bon, j'espère que tout le monde sait ce que c'est le dragage. Bon. Le préfet du Nord a engagé une consultation du public concernant la demande d'autorisation environnementale déposée par les Voies navigables de France pour une opération de dragage sur plusieurs années, portant sur les unités hydrographiques cohérentes comme Sensé-Escaut, Cours des Pomerolles, Canal du Nord et Canal de Saint-Quentin. Il est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Approbation d'une convention de servitude avec Enedis. Donc la société Enedis, concessionnaire de services publics de la distribution d'électricité, sollicite la commune de Condé-sur-Escaut afin d'implanter une canalisation électrique souterraine de 400 volts sur une parcelle communale. La convention de servitude CS06 précise notamment que les ouvrages concernés comprennent une canalisation souterraine et ses accessoires dans une bande de 3 mètres de large sur une longueur totale de 11 mètres et qu'Enedis versera à la commune une indemnité forfaitaire de 125 €. Donc c'est sur le territoire de Condé avant la côte de Bonsecours afin de permettre à une implantation commerciale de pouvoir
se brancher sur le réseau électrique. Donc, des questions, des remarques? Juste aussi que les caisses sont un peu vides chez Enedis, ils n'ont pas été très généreux là sur ce coup-là. C'est vrai, c'est vrai. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Convention relative à la réfection des trottoirs et à leur entretien ultérieur. Route départementale 935, dite route de Bon Secours. Monsieur Chassot. Alors, la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole prévoit de réaliser des travaux de réfection des trottoirs de l'ERD 935, dite route de Bon Secours. Ce n'est pas la totalité de la route de Bon Secours. Ça doit être c'est au niveau des logements Partenor. C'est-à-dire réfection du bloc bordure caniveau et d'une bande de 50 cm d'enrobé sur 490 mètres linéaires, et la réfection de trottoir sur 2850 mètres carrés. Alors, pour précision, la CAVM assurera la maîtrise d'ouvrage et le financement intégral des travaux, et par la suite, la commune interviendra sur les aménagements réalisés. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention afin de permettre la réalisation des travaux. Des questions, des remarques? C'est au niveau des logements partenaires, mais jusque la boulangerie Papillon, 490 mètres. Parce que juste devant Partenaire, il n'y a pas 490 mètres. Donc on va des nouveaux logements jusque l'angle de la rue de Carignon. Oui, mais enfin, bon, c'est vraiment je dirais le centre, c'est vrai, où le trottoir est vraiment abîmé, c'est là où ils font les travaux. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas devant les habitations en réfection, enfin qui ont été nouvellement sorties de terre. Et ont-ils respecté les plans d'origine où il y a justement des fosses avec du stationnement devant les maisons, parce qu'il y a un aménagement paysager qui était prévu là aussi à cet endroit-là, un peu qualitatif quand même, sur les petites maisons du square Jules Mousseron, jusque Partenor. Ils se sont confortés au projet initial, donc qui était pas, enfin que je ne connais pas moi. Donc la seule chose que on m'a interrogé, c'est sur la mise en place dans la rue, la petite rue d'un coussin berlinois. Pour le reste, donc voilà. Donc à mon avis, non, il n'y aura pas d'aménagement modificatif. Hein, donc après, tous les plans sont à l'agglo là pour le coup. Oui, mais enfin. Ils doivent être aussi à la ville de Condé. Hein. Par contre, parce que mon premier adjoint me disait très justement, sur ces points-là, comme celui d'avant, on veillera la prochaine fois à vous mettre des plans. Et on demandera au service, parce que c'est vrai que nous, on les réclamait. Donc, je suis même surpris que vous ne les ayez pas réclamés. Mais donc, c'est pour ça qu'on prend de l'avance. Donc, la prochaine fois, on mettra des plans. Comme ça sera plus simple à suivre. D'autres interventions sur ce point ? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Oui, c'est vrai, sur ce point, on a choisi le fait de faire une circulation alternée pendant les travaux, parce qu'on avait envisagé de faire passer les véhicules à l'extérieur, en passant peut-être par la rue du Moulin ou la rue Sénéchal pour repartir vers la Chaussiette et tout. Enfin, c'était un peu une usine à gaz. Et puis surtout pour les camions, enfin, ça aurait été très gênant pour les riverains de ces rues. Donc on a pris la décision de faire une circulation alternée pendant le temps des travaux. Et en principe, les riverains ont été prévenus de ces travaux et de la gêne occasionnée pendant... c'est un gros mois, à mon avis, ça va durer. Donc, ouais. Convention de partenariat entre la commune de Condé-sur-Lescaut et le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Scarpesco. L'Atlas de la biodiversité 2025-2028, Monsieur Sudzinski. Bonsoir.
Donc, je vais vous présenter l'Atlas de la biodiversité communale. Cet atlas est une démarche visant à mieux connaître et faire connaître et préserver la biodiversité locale en impliquant habitants, écoles, associations, entreprises et acteurs du territoire. Pour les gens qui veulent avoir un peu plus d'informations, ils peuvent se rendre sur le site du parc régional où il existe déjà 2 atlas réalisés pour d'autres communes. Donc, la commune de Condé s'engage dans cette voie. Les engagements du parc régional sont le pilotage du projet, le suivi administratif et financier, communication autour des actions à mener, réalisation d'inventaires naturalistes, animation d'ateliers, formation, sortie nature, participation aux animations scolaires, valorisation des résultats, rapports et comptes rendus. Les engagements de la commune, désignation d'un ou plusieurs référents ABC, accompagnement du parc dans les actions nécessitant un relais local, mise à disposition de salles pour réunions et animations, participation financière. Le financement du projet. Le coût total du projet s'élève à 288 038,95 €, financé par l'Office français de la biodiversité pour 142 870,20 €. Le parc pour 75 168,75 €. Les 7 communes impliquées dans cet atlas pour 35 000 €. Pour information, les communes sont celles du Aubry-du-Hainaut, Condé-sur-Lescaut, Crépin, Caroux, Québrechin, Saint-Hébert et Tivancelles. Et Valenciennes Métropole qui finance à hauteur de 35 000 €. La participation de la commune de Condé-sur-Lescaut est fixée à 5 000 €, répartie comme suit. 1 600 € en 2026, 1 660 € en 2027, 1 680 € en 2028, versés en 2 tranches, 2026 et 2028. Voilà, il vous demandait d'approuver cette convention. Des questions ? Des questions, des remarques ? Des remarques ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Les points de l'ordre du jour sont épuisés. Monsieur Biadala m'a demandé s'il pouvait, parce que nous n'avons pas eu de questions écrites, s'il pouvait poser une question. Alors j'avais tendance à dire oui tout à l'heure, mais comme il est revenu en début de séance sur le règlement voudrait que je refuse que vous puissiez poser votre question, Monsieur Biadala, mais dans ma grande bonté, j'accepte que vous posiez votre question, mais je ne suis pas sûr de donner une réponse. Dans le règlement, c'est l'article 27. Qui va évoluer, parce qu'on va revoir le règlement et on vous le proposera. Mais on prendra vos remarques en compte, ce qui n'avait pas été fait la fois dernière. Voilà. Non, la question que je voulais poser, c'est en fait, au dernier conseil municipal, vous aviez parlé de l'élection à Val Métropole. Et dans l'article dans le Nouvel Observateur, vous aviez dit que vous visiez la vice-présidence. J'aurais savoir, que les Condéens sachent en fait l'élection, le résultat, qui est élu et comment ça se passe. Et, la commune de Condé, quel représentant elle a. Donc je vais vous donner une réponse. J'avais parlé, avant d'avoir rencontré le futur président de Valenciennes Métropole, d'une vice-présidence. On a discuté ensemble et on a estimé ensemble qu'il y avait peut-être une représentation de la ville à plus d'endroits qui étaient plus intéressantes. Donc nous avons une vice-présidence, non pas une vice-présidence, un conseiller délégué, c'est M. Sudinski, c'est le transfrontalier, puis quoi et les fonds européens. Ensuite, nous allons avoir une vice-présidence au CITURM, au CIMOUV. Ensuite, nous allons avoir certainement un conseiller délégué au CIAVED et puis une vice-présidence au parc naturel.
Donc voilà, comme ça nous permet d'avoir un panel d'activités dans des syndicats intercommunaux qui intéressent en premier lieu notre commune, et notamment le CIAVED avec le problème des sacs poubelles et des déchets en centre-ville. Donc on va pouvoir discuter directement. Et au niveau du CIMOVE, on sera en première ligne aussi pour aller négocier les navettes qui manquent tellement à notre ville. Donc voilà, c'est un accord qu'on a eu, parce que avoir une vice-présidence pour une vice-présidence, ça n'aurait pas forcément été intéressant. Par contre, de pouvoir être représenté dans plusieurs structures où la ville est intéressée, cela, et je parle encore du parc, parce que le parc, forcément, c'est hyper lié à notre développement touristique et puis aussi écologique et économique. Merci. Mais vous personnellement, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas. Non, ça ouais. Tout le monde le sait depuis. Parce que comme je travaille à Valenciennes Métropole, donc j'ai démissionné de mon poste de conseiller communautaire dès l'élection, parce que je ne peux pas faire les deux, et que je continue de travailler à Valenciennes Métropole. Et je vais commencer une retraite progressive pour avoir encore plus de temps, parce que j'ai déjà pas mal de temps pour les Condéennes et les Condéens. Et puis, dans 2 ans, si Dieu me prête vie, je serai en retraite et j'aurai encore plus de temps pour les Condéennes et les Condéens. Merci pour la réponse. C'était pour les Condéens. Merci. Thibaut, tu veux profiter aussi franchement, c'est la dernière fois. De votre grande bonté. Voilà. Alors moi, c'est une question beaucoup plus basique, qui va moins permettre de glorifier quoi que ce soit, mais il semblerait qu'il y ait des travaux qui aient commencé dans la Cité du Jard avec l'installation d'une nouvelle base vie. Il y a quelques riverains qui semblent inquiets, notamment par la communication riverain qui semble difficile, l'implantation d'entreprises avec des méthodes un peu particulières. Donc la question m'a été posée tout à l'heure, donc raison pour laquelle je ne l'ai pas posée de façon protocolaire ou écrite, mais je saisis l'opportunité de la bonté, de la mansuétude de Monsieur le maire pour pouvoir la poser ce soir et peut-être avoir quelques bribes d'informations ou peut-être vous mettre en alerte justement par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Alors, je ne suis pas au courant des travaux. Par contre, j'ai rendez-vous avec M. Ernie lundi pour savoir ce qu'il en est de ces travaux. Donc, j'aurai des réponses plus positives la prochaine fois. Merci pour ces réponses. Alors, petite précision, moi j'ai eu des informations par le CCAS, puisque j'ai rencontré Madame Beauvois de Maison et Cité. Et donc, il y a eu déjà des réhabilitations par Ténor, SIGH. Et donc là, c'est un 3e bailleur qui va intervenir, et c'est plutôt sur le bas du Jard, on va dire. Voilà, donc il y a des réhabilitations qui vont démarrer. Je n'ai pas la date, j'ai vu cette dame il y a 2 jours, et voilà. Effectivement, fut un temps, il y avait eu différentes réunions publiques avec les différents bailleurs, la salle Portman notamment, mais entre le temps de la réunion publique et l'implantation maintenant, il semblerait, sous toute réserve, qu'il n'y ait vraiment pas eu énormément de communication. Alors, sous toute réserve, puisque moi, j'ai pas pu gratter le sujet plus que ça, c'est des informations qu'on m'a données tout à l'heure. Simplement, voilà, je voulais vous en faire part et éventuellement avoir des informations à venir là-dessus. Je pense que Christophe, on va s'atteler à ça. Puisqu'on parle de l'information de la population, et donc lors de ma rencontre avec monsieur le sous-préfet hier, on a fait vraiment un tour assez exhaustif de la situation de Condé, notamment sur ces projets portés par Valenciennes Métropole, et parce qu'il y a un projet, puisqu'on parle du Jard, donc au niveau du Jard prochainement. Et je lui ai proposé de faire plus de réunions avec les habitants, et il était tout à fait d'accord avec moi. Donc il va accompagner cette demande auprès de Valenciennes Métropole, comme moi je vais la faire dès la semaine prochaine. Donc on va essayer d'être vraiment le plus près des habitants pour répondre le plus à leurs attentes, et qu'il n'y ait pas des frustrations comme il y a pu y avoir et comme il y a encore sur des quartiers pourtant rénovés, mais où il y avait des interrogations des habitants qui n'ont pas été satisfaites. Donc voilà. Mais vous aurez aussi l'occasion de poser des questions à monsieur le sous-préfet que j'ai invité, qui viendra bientôt
nous voir. Et quand il viendra, moi j'inviterai aussi les représentants de la minorité. Sur les photos de groupe aussi ou pas? Il ne faut pas pousser parce qu'il faut être beau pour être en photo de groupe avec nous. On ne juge pas le physique. Quoique. En tout cas, voilà, notre conseil municipal de ce jour est terminé. Je vous remercie pour votre participation et puis pour les questions pertinentes et puis pour les réponses non moins pertinentes. Bonne soirée à tout le monde.